diable a été débusqué, capturé, exhibé. Ladies and gentlemen, we got him. L'Amérique a eu raison de Saddam Hussein. Le tyran est déchu, l'Irak est en fête et le monde libéré du mal. Voici pour la légende, mais 40 ans de relation entre Saddam Hussein et l'Amérique racontent une toute autre histoire. C'était un couple étrange, une sorte de mariage d'intérêt. Ils ont exagéré, ils ont menti, ils ont affabulé. L'histoire d'un homme et d'une superpuissance qui se sont mutuellement utilisés. Saddam était perçu comme un tyran arabe, sûr et solide, avec qui nous pouvions nous entendre. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'une collaboration qui n'a jamais cessé. Bien sûr, on aurait préféré quelqu'un de moins fou, mais on fait avec ce qu'on a. Une histoire d'ambition croisée, de cynisme partagé, de méfiance réciproque. Les États-Unis se sont servis des erreurs de Saddam. Était-ce une amitié sans ombre où tout était permis? Non. Depuis ses premiers pas vers le pouvoir jusqu'à sa déchéance, Saddam Hussein a vu passer 9 présidents américains. L'Amérique voulait être le gardien incontesté de la région. Saddam se rêvait en maître des Arabes. Mais ils avaient plus en commun que la soif de puissance. Aussi loin que remonte ce récit, Saddam et l'Amérique ont été l'un pour l'autre un mal nécessaire. Voici l'histoire d'une tragique mésalliance. Lorsque Saddam Hussein a fait tourner ce film, il voulait immortaliser son premier fait d'armes. En 1959, il a 20 ans et tente d'assassiner le président irakien, le général Qassem. Il est membre du Baas, un parti clandestin pan-arabe. L'attentat échoue. Blessé, Saddam se réfugie à Damas, puis au Caire. Je faisais mes études de droit au Caire. On nous a dit que des Irakiens, une dizaine environ, étaient arrivés de Damas. C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés. Monsieur Saddam Hussein a passé 3 ou 4 nuits chez moi. Ensuite, il a trouvé une maison à partager avec des amis. C'était un simple militant du parti Baas. Il n'occupait pas de poste de responsabilité. Mais je l'aimais bien parce qu'il était calme et qu'il ne parlait pas trop. Saddam Hussein était un de ces petits voyous que les fondateurs du parti Baas méprisaient. Mais certains cadres le considéraient comme quelqu'un sur qui ils pouvaient compter pour se débarrasser de leurs ennemis, pour faire le sale boulot. Lorsque nous bavardions, je sentais qu'il était honnête et que dans le domaine politique, il était avisé et déterminé. Mais d'un point de vue intellectuel, on ne peut pas dire que c'était un grand génie. Et pendant son exil au Caire, au début des années 60, tout comme un certain nombre de ses amis du Baas, il est devenu un agent informel de la CIA. Il y a des preuves que le jeune Saddam s'est rendu à cette époque à plusieurs reprises à l'ambassade américaine au Caire.
Les liens de Saddam avec les Américains en Égypte sont entourés de mystères. Mais il est certain que leurs intérêts convergent. Les communistes sont leur ennemi. La guerre froide fait rage, et à cette époque, le Moyen-Orient est l'un de ses fronts. Loin du Caire, Bagdad se réveille en état de siège. Nous sommes le 8 février 1963. Il était 8h30 pour être précis. J'étais dans la salle de bain et ma mère me dit « Il y a un coup d'État ». Le général Qassem est de nouveau visé. Très populaire pour avoir débarrassé l'Irak de la monarchie et de l'influence britannique, il s'est allié aux communistes. Face à lui, des officiers nationalistes et des militants du Baas. 4 ans après leur attentat raté, les compagnons d'armes de Saddam Hussein tentent une nouvelle fois leur chance. Dans les premières heures de la révolution contre Qassem, nous devions contrôler toute une série d'endroits à Bagdad. Les ponts, les stations d'essence, la radio. Et les combats ont duré 3 jours. Nous, les communistes et d'autres gens, nous nous attendions à ce que quelque chose arrive. Et nous pensions pouvoir résister. C'est une lourde erreur. Ce sont les putschistes qui prennent le dessus. Ils capturent Qassem et le transfèrent dans les locaux de la télévision. Quand il est arrivé dans le studio, un homme posté à l'extérieur l'a frappé. La plupart des conspirateurs pensaient qu'il fallait l'exécuter immédiatement parce que les communistes résistaient encore dans de nombreux quartiers. S'il restait en vie, la résistance continuerait. Mais s'il était exécuté et qu'une annonce était faite à la télévision, les communistes cesseraient de se battre. C'est cette option qu'ils ont choisie. Et après 5 minutes, nous avons entendu des coups de feu. Abdelkarim Qassem venait d'être tué. Voilà comment il est mort. Exécutés, Qassem et ses compagnons sont exhibés à la télévision. J'étais chez moi, je regardais la télévision. Il y avait une seule chaîne et nous la regardions. Je suivais les bulletins d'information et lorsqu'ils ont montré l'image de Qassem mort, tué, c'était très important pour eux. Ils ont montré ces images encore et encore. Les bassistes se réjouissent. Washington et la CIA aussi. Alliés de Moscou, Qassem était l'homme à abattre. Une de mes amies travaillait à l'ambassade américaine. Elle m'a raconté que l'ambassadeur était si nerveux qu'il n'arrêtait pas de faire les 100 pas. Et quand il a allumé la radio et qu'il a entendu qu'il y avait eu un coup d'État, il a ouvert le champagne. Et il a invité tout le personnel à boire au succès du coup d'État. Personnellement, je considère que c'était un vrai triomphe pour la CIA. Ils n'en ont pas eu beaucoup. Beaucoup de tentatives de coup d'État ont mal tourné, mais celle-ci a réussi. C'était pour une cause juste. Je pense que c'était une très bonne chose. La CIA a joué un rôle majeur dans le coup d'État de 1963. Des armes ont été acheminées clandestinement de Turquie. Beaucoup d'argent, un soutien financier important. La préparation par la CIA a commencé dès les premières étapes du coup. Bien sûr, le Baas voulait à tout prix prendre le pouvoir, mais ils avaient besoin de l'aide des États-Unis. Après l'élimination de Qassem, la chasse aux communistes est ouverte. Elle fera des milliers de victimes. La CIA a été accusée d'avoir fourni des listes de militants à éliminer. Les responsables américains ont toujours démenti. Mais devant cette épuration, ils ne cachent pas leur contentement. La répression extrêmement sanglante des communistes à Bagdad était une bonne nouvelle pour Washington. Nos inquiétudes étaient grandes à propos des intentions soviétiques. Il ne faut pas les sous-estimer. Pour Saddam Hussein, la voie est libre. Du Caire, il rentre en Irak. Issu d'une famille pauvre d'une des régions les plus défavorisées du pays, il prend le coup d'État en marche.
À 24 ans, il organise les services de sécurité du parti Baas et entame sa course au pouvoir. Après son retour à Bagdad, Saddam est devenu officiellement un tortionnaire. Il faisait peur, il n'avait aucune pitié, et c'est devenu un trait de son caractère. C'est devenu un de ses titres de gloire. Saddam était un dur. Il était très occupé avec son oncle et d'autres voyous à former les militaires, le noyau dur, les escadrons de la mort du parti Baas. Violents et incontrôlables, les bassistes sont écartés du pouvoir par les militaires après 10 mois. Le général Aref s'installe seul aux commandes. Saddam et ses camarades entrent dans la clandestinité. En 1964, j'ai rencontré Saddam pour la première fois. Il se faisait appeler Mohamed. Salah Omar Ali, qui vit aujourd'hui dans la périphérie de Bagdad, est un des plus vieux compagnons de route de Saddam Hussein. Comme il parlait le dialecte de ma région, j'ai pensé qu'il s'agissait de Saddam. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu t'appelles vraiment Mohamed? Et il a souri. J'ai dit, tu es Saddam? Et il a répondu, oui, je suis Saddam. Celui qui se fait appeler Mohamed charge alors Salah d'une première mission qui semble bien dérisoire. Il doit dérober une rotative. Pour Saddam, cette vie clandestine prend fin lorsque la police du général Aref l'arrête. Il passe 20 mois sous les verrous avec ses compagnons bassistes. Sobi Abdelhamid est l'un des officiers qui ont écarté Saddam et les bassistes. Ironie de l'histoire, il est à l'origine d'une décision historique qui provoquera leur retour quelques années plus tard. Alors que Saddam est en prison, Sobi a été nommé ministre des Affaires étrangères. Là, c'est moi. Et là, c'est le président Aref. En pleine guerre froide, Aref, le nationaliste, songe à se rapprocher de Moscou. L'occasion se présente le 14 mai 1964. Une cérémonie marque en Égypte le début des travaux du barrage d'Assouan, financé par l'URSS. Le président Nasser a organisé une croisière officielle. Il a invité Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique, et Aref, l'Irakien. Sobi organise à bord une première rencontre avec les soviétiques. À notre retour, des délégations irakiennes ont commencé à se rendre à Moscou pour signer de nouveaux accords. C'est alors que les Américains ont eu l'impression qu'ils allaient perdre l'Irak pour de bon. Nous avons choisi l'Union soviétique plutôt que les États-Unis. Saddam Hussein va profiter de cette situation. Washington ne peut laisser l'Irak entrer dans l'orbite soviétique. De nouveau, le chemin du jeune baassiste croise celui de la CIA. Ils poursuivent le même objectif, l'élimination du régime. Les contacts de la CIA à Bagdad et en Irak étaient avant tout les responsables du parti Baas et les hommes politiques, comme Saddam Hussein. Mais d'autres contacts ont été établis spécialement à travers l'ambassadeur irakien au Liban. Son nom était Al-Hani. 17 juillet 1968. Les rues de Bagdad sont le théâtre d'un nouveau coup d'État baassiste, l'événement décisif qui va projeter Saddam vers le pouvoir. Et j'étais là. Au milieu de la nuit, nous sommes allés au palais. Nous avions revêtu nos uniformes militaires et nous étions armés. Une fois arrivés au palais, nous l'avons encerclé. Saddam était avec nous. Et M. Bakr, notre président, a saisi le téléphone et a parlé avec Aref. Il lui a demandé de se rendre et de venir au quartier général de la Révolution. Et il lui a donné, je crois, 5 minutes. Le président Aref se rend, et cette fois, pas un coup de feu n'est tiré. Avec le soutien des États-Unis, le parti Baas a pris le pouvoir.
Sorti des rangs du parti, Saddam n'a pas encore 30 ans et devient le numéro 2 du régime. En l'espace de 18 mois, il est devenu vice-président et contrôlait 7 ou 8 des principales administrations du pays. Nous savions depuis le coup d'État de 68 qu'il tirait les ficelles du pouvoir. Mais ça n'avait pas une grande importance pour nous. C'était un type très brutal, très dur. Mais l'Irak avait la réputation de ne pas pouvoir être gouverné autrement. En janvier 1969, un épisode donne la mesure de la brutalité du nouveau régime. Des procès pour trahison s'ouvrent à Bagdad. Les hommes de main de Saddam arrêtent, torturent et extorquent des aveux. Nombre d'accusés sont juifs. Ils sont pendus en public et les Irakiens sont invités à assister au supplice. Le monde s'indigne mais ne bouge pas. Et soudain, les États-Unis se retrouvent avec une espèce d'enfant adopté, ou même qu'ils ont créé. Ce gouvernement inique qu'ils ont mis en place est devenu soudain une relation embarrassante. Les États-Unis font face à un régime équivoque. Le tandem Bakr-Saddam joue habilement de la rivalité entre l'Est et l'Ouest, sans jamais s'aligner ni sur l'un ni sur l'autre. Alors que la répression des communistes se poursuit à Bagdad, Saddam accompagne Bakr à Moscou pour signer un traité d'amitié avec l'URSS. La même année, il nationalise le pétrole. Et tout en dénonçant l'impérialisme américain, Saddam ouvre l'Irak aux entreprises et à l'influence occidentale. Dans les années 70, Saddam est devenu le symbole de la modernisation et de l'occidentalisation que beaucoup d'Irakiens souhaitaient. Il était habillé à l'européenne, il parlait d'éducation, de faire venir les Occidentaux. La vision de Saddam, lorsqu'il a pris le pouvoir en Irak, était on ne peut plus claire. Saddam voulait forcer l'Irak à entrer dans le XXe siècle, même s'il fallait l'y traîner par les cheveux. La différence entre lui et les autres, c'est qu'il était prêt à sacrifier la moitié des Irakiens pour y parvenir. Terreur et bienveillance. Saddam Hussein cultive volontiers son double visage. Entouré de ses gardes du corps, il se met en scène sous l'œil complaisant des caméras officielles. À cette époque, Adel Darwish est un jeune journaliste britannique. Il couvre un festival culturel à Bagdad et rencontre celui que l'on appelle alors Monsieur l'Adjoint. L'un des films qui était présenté à ce festival était Le Parrain, premier épisode, le film sur la mafia. Et je crois qu'une bonne partie de la conversation que nous avons eue a porté sur ce film, Le Parrain, et sur l'explication qu'en donnait Saddam, son interprétation des péripéties du film. Et tout cela n'a eu véritablement de sens pour moi que 20 ou 25 ans plus tard, à la lumière des développements politiques et de la manière dont il traitait ses opposants, et bien sûr, la manière dont il agissait avec sa propre famille. Face à ce personnage à la fois tyrannique et pragmatique, Washington ne sait pas sur quel pied danser. En apparence, nous donnions l'impression de danser d'un pied sur l'autre. L'Irak était inclassable aux yeux des Américains. L'Irak n'était ni un pays ami, on ne pouvait pas lui faire confiance, ni un ennemi, il ne présentait pas une menace. Mais alors,
L'imprévu est arrivé. Janvier 1979. Le Shah d'Iran est renversé. Il était le plus solide allié de Washington dans le Golfe. Le peuple iranien a mené sa révolution. Cette révolution qui a mobilisé des millions de gens était une vraie surprise. L'ayatollah Khomeini, qui prend le pouvoir, est un chiite fondamentaliste dont les discours enflamment les déshérités et les opprimés. À ce moment, le régime de Saddam a eu très peur. Il a pensé que le mouvement allait s'étendre jusqu'en Irak. Et c'était vrai. Le mouvement était destiné à s'exporter très rapidement en Irak. Et l'Amérique aussi a peur. Peur pour le pétrole, peur pour Israël. Les révolutionnaires de Téhéran s'en prennent aux intérêts américains. Khomeini a su mettre d'accord Saddam et Washington. Cette haine implacable des ayatollahs à l'égard des intérêts occidentaux et spécialement de ceux des États-Unis, c'est quelque chose que nous n'entendions pas de la part de Saddam. Au contraire, ce qui nous parvenait était un appel général de la part des Arabes qui nous disait « Soutenez ce leader ». Saddam avait un long passé de brutalité à l'égard des chiites, d'élimination des chiites qui sont une majorité en Irak. Il a montré ainsi sa véritable nature. Il a montré sa brutalité aux Américains. Ils ont dit « Voilà notre homme ». Il va se montrer parfaitement implacable. Il était considéré comme un mal acceptable. Face au danger islamique, Saddam Hussein consolide son emprise sur le régime. Le 17 juillet 1979, il écarte Bakr du pouvoir. Il le force à annoncer sa démission pour raison de santé. Cinq jours plus tard, il procède à des purges aussi brutales que spectaculaires au sein du parti Baas contre 19 prétendus conspirateurs. La paranoïa s'est emparée de Saddam. C'était écœurant. Il les désignait par leur nom et des hommes de main les conduisaient hors de la salle. Plus personne n'a entendu parler de ces 19-là. Ce fut pour l'Irak la nuit des longs couteaux. À 40 ans, Saddam a atteint son but. Il est le maître de l'Irak. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut devenir le chef incontesté des Arabes. Une guerre contre l'Iran, affaibli par sa révolution, lui permettrait de satisfaire son ambition. Personne ne pourra plus l'arrêter. Pour Salah, le temps de la clandestinité avec Saddam Hussein est loin. En 1979, il est l'ambassadeur de l'Irak à l'ONU. Alors qu'il accompagne Saddam à Cuba pour une conférence, Salah croit encore que le conflit peut être évité. Il organise la rencontre de la dernière chance entre Saddam et le ministre iranien des Affaires étrangères. À la fin de la rencontre, Saddam m'a demandé mon avis. Et je lui ai dit, « Monsieur le Président, la guerre n'est pas une plaisanterie. Nous allons tout perdre et nous ne sommes même pas sûrs de gagner. Mais la décision est entre vos mains. » Il n'a rien dit. Pendant 2 ou 3 minutes, il est resté silencieux. Et puis il m'a parlé. Il a dit, « Écoute Salah, prépare-toi à aller à l'ONU. Nous allons entrer en guerre. » Saddam passe à l'attaque le 22 septembre 1980. Bien sûr, il proclame qu'il ne fait pas la guerre à l'Iran pour servir les intérêts américains. ولم تستطع العهود المندثرة أن تستخدم الجيش العراقي في منهجها السياسي لخدمة الأجنبي رغم المحاولات التي بذلت في هذا الصدد. Washington aussi a toujours démenti avoir poussé Saddam contre l'Iran. Mais pour les États-Unis, celui qui fut l'ennemi des communistes est devenu le meilleur rempart contre la révolution islamique. L'heure de la coopération ouverte entre Saddam et les Américains a sonné. J'ai reçu un message du représentant irakien à Washington indiquant dès 1983 un intérêt à rétablir des relations diplomatiques complètes. Et il y a eu toute une série de visites et de contacts.
comme la fameuse rencontre avec Rumsfeld, qui va à Bagdad et déclare en somme « Voilà un type avec qui je peux travailler ». Et nous commençons à leur offrir soutien et coopération. Ils obtiennent par exemple des crédits pour acheter des produits alimentaires. Mais les Irakiens n'ont jamais été des partenaires faciles. Richard Murphy assiste à cette rencontre. De ses contacts avec Saddam Hussein, il conserve un souvenir ironique. Une des remarques de Saddam m'est restée à l'esprit. C'était une plaisanterie du genre « L'attitude des États-Unis à l'égard du tiers-monde est comparable à celle d'un paysan irakien lorsqu'il prend une nouvelle épouse. » 3 jours de douceur et puis direction les champs pour travailler comme un esclave pour le reste de ses jours. Richard Murphy s'est contenté de sourire. À cette époque, l'Amérique fournit à l'Irak des photos satellites, du renseignement et des crédits, et l'administration Reagan laisse même Saddam acheter aux États-Unis de quoi fabriquer des armes de destruction massive. Des plans d'usines chimiques ont été fournis par des sous-traitants d'entreprises américaines pour aider les Irakiens à fabriquer leurs propres armes chimiques. Ce qui est intéressant avec les armes chimiques, c'est que la loi vous interdit de fournir les armes elles-mêmes, mais vous pouvez la contourner en fournissant les plans. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, voici les plans d'une usine chimique, fournie par une entreprise américaine, en toute connaissance de cause, et avec l'approbation des États-Unis. C'est du cynisme à l'état pur. La guerre, qui a déjà fait des centaines de milliers de victimes, menace maintenant le flot du pétrole dans le Golfe. La marine américaine s'y déploie massivement. En 1987, un épisode tragique confirme que l'Amérique de Ronald Reagan est prête à tout pardonner à Saddam Hussein. Voilà que le USS Stark, le vaisseau amiral de la flotte américaine dans le Golfe, est touché par un missile Exocet tiré par un pilote irakien. Et 37 membres d'équipage sont tués. Les Irakiens présentent aussitôt des excuses, ils disent qu'ils ont commis une erreur et indemnisent les familles des victimes. Et l'affaire est classée. Dans des circonstances normales, un incident de cette nature ne provoque pas seulement de la colère ou des gesticulations. C'est une raison pour faire la guerre. Et pourtant, immédiatement, le gouvernement américain multiplie les déclarations pour dire « c'est un accident et les accidents arrivent en temps de guerre ». This event underlines once more the seriousness of the tensions that exist in the Middle East and the importance of trying to do something about them. L'indulgence des États-Unis est encore plus criante lorsqu'est révélée l'affaire d'Al-Habja. Dans ce village kurde, les Iraniens affirment que l'armée de Saddam Hussein a gazé 5000 civils. Je présidais la conférence internationale sur les armes chimiques. Soudain, les Iraniens nous montrent des images de l'effet des armes chimiques à Al-Habja. On a fait peu de cas de cette histoire en dehors du Kurdistan ou de l'Irak. Il n'y a pas eu grand-chose dans la presse, aux États-Unis et en Europe. L'Union soviétique est restée silencieuse, la France, les États-Unis. Tout le monde s'est tu. J'étais le seul délégué, la Suède. Et je sais combien ils étaient nerveux à Stockholm. J'étais le seul à avoir dit « Ceci est inacceptable et doit être condamné ». Silence absolu. Pas un seul des 35 pays participants à cette conférence, de ces pays dotés d'arsenaux importants, pas un seul n'a levé le petit doigt. L'absolution de Saddam peut sembler totale. Pourtant,
il a toujours douté des intentions de l'Amérique. À cette époque, Saïd Abou Riche est un conseiller écouté de Saddam Hussein. Le président irakien lui assure que les États-Unis sont loin d'être un allié fiable. Saddam Hussein m'a dit très clairement que si les États-Unis voulaient faire cesser la guerre, ils en avaient les moyens. Mais ils voulaient qu'elle continue. Saddam était déçu, plus que déçu, affligé par le fait que le monde assistait sans broncher à cette guerre, à cette boucherie entre les deux pays. Une vente secrète d'armes américaines à l'Iran avait convaincu Saddam de la duplicité de Washington. L'affaire avait fait scandale aux États-Unis. Et le président Reagan avait dû dépêcher son sous-secrétaire d'État Richard Murphy auprès de Saddam Hussein. One difficulty Mr. Murphy had to explain away was why the United States had supplied arms secretly to Hussein's enemies. Mr. Murphy said there would be no repetition of that limited exception, and to back up his words, he gave the Iraqi leader a letter from President Reagan. C'est curieux, mais il n'y a jamais eu de protestation forte, violente de la part de Bagdad. Et la meilleure explication que j'ai pu trouver, c'est celle du cynisme. Voilà ce que font les grands pays. Ils ne respectent pas nécessairement leurs engagements et ne s'en tiennent pas à leur politique officielle. Le 20 août 1988, les canons cessent de tonner. Après 8 ans de combat, l'Irak est déclaré vainqueur. La guerre a fait des millions de victimes, morts et blessés, des villes rasées, des cohortes de réfugiés. Saddam s'offre une parade à la démesure de ce bilan. Lorsque George Bush arrive au pouvoir en 1989, la carte du monde a changé. Le risque islamique a été écarté dans le Golfe. Le communisme fait naufrage en Union soviétique. Le nouveau président américain n'a plus besoin de Saddam Hussein. Les raisons qui nous ont amenés à intervenir dans cette partie du monde au départ et qui nous ont conduits à nous allier secrètement avec Saddam Hussein disparaissent sous nos yeux. Et elles disparaissent très rapidement. Et même si les observateurs n'ont pas pu noter de changements substantiels dans notre politique, il y avait toutefois des responsables, surtout parmi les militaires, qui ont envisagé la nouvelle menace que représentait l'Irak. Il y a eu un important exercice militaire. Le commandant en chef était le général Norman Schwarzkopf, et il a changé les données de base du scénario des menaces contre les intérêts des États-Unis. Il a dit « Il n'y a plus de danger sérieux venant de l'URSS » et il a introduit le scénario d'une invasion du Koweït par l'Irak. Surarmé, Saddam Hussein est devenu menaçant. D'autant plus qu'il est aux abois. Après 8 ans de guerre, l'économie irakienne est exsangue. Et les voisins arabes ne font rien pour aider Saddam. Au contraire. Soudain, sans raison, le Koweït commence à surproduire du pétrole. Et ils le font à un rythme tel que le prix baisse. Ils se sont mis à inonder le marché avec leur pétrole. À chaque fois que le pétrole baissait de $1, l'Irak perdait $1 milliard de revenus. Saddam Hussein convoque alors l'ambassadeur américain. Saddam a eu ce fameux entretien avec April Glaspie. Il a été très clair. Il a dit « Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'argent. Je dois renégocier mes dettes. Vous devez obtenir des Koweïtiens qu'ils arrêtent de jouer avec le pétrole. » Un dialogue s'engage, mais qui trompe qui? Saddam, qui assure qu'il n'a pas l'intention d'envahir le Koweït, ou Glaspie, qui affirme que les États-Unis ne s'en mêleront pas? L'ambassadeur Glaspie lui a répondu quelque chose du genre « Votre différend frontalier est une affaire qui vous regarde, on ne s'en occupe pas. »
Il lui a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'avoir recours à la force contre le Koweït tant que des négociations étaient en cours. Mais Saddam a menti. Fort de ce qu'il croit être la neutralité américaine, il lance le 2 août 1990 une offensive fulgurante contre le Koweït. À l'Assemblée nationale irakienne, Saddam Hussein fait applaudir l'invasion. Pourtant, une question se pose immédiatement. En envahissant le Koweït, est-il tombé dans un piège américain? Certains milieux aux États-Unis étaient tout à fait d'accord avec les Koweïtiens pour affaiblir Saddam. Nous avons sapé le pouvoir de Khomeini et maintenant c'est au tour de ce type. Ce sont des théories du complot. Nous aurions voulu faire tomber l'Irak dans un piège pour voler son pétrole et pour stationner des troupes dans la région du Golfe pour toujours. C'est la thèse du complot. C'est amusant, mais c'est stupide. Mais malgré les démentis officiels, le Congrès américain exige d'en savoir plus et demande des explications à l'ambassadeur Gillespie sur sa rencontre avec Saddam Hussein. Elle dément, bien sûr, lui avoir donné un quelconque feu vert. Elle assure au contraire qu'elle l'a mise en garde. We foolishly did not realize that he was stupid, that he did not believe our clear and repeated warnings that we would support our vital interests. La controverse sur la théorie du piège reste ouverte. Mais poussé ou non à la faute, Saddam se croit encore maître du jeu. Quatre jours après l'invasion, le chargé d'affaires américain à Bagdad est convoqué par Saddam Hussein. Joseph Wilson est le dernier diplomate américain à avoir rencontré Saddam. Ce 8 août, il fait face à un homme sûr de lui. Lorsque je suis arrivé, Saddam se tenait au milieu de la pièce. Il me toisait, les yeux dans les yeux. Comme j'aime à le dire, du genre qui va flancher le premier. Puis il m'a tendu la main et je l'ai fixée. Et j'ai saisi sa main sans baisser les yeux. Je savais, pour l'avoir étudié pendant des années, qu'il créait une sorte de mise en scène destinée aux Irakiens. Il tentait de forcer ses visiteurs à baisser la tête devant lui au moment où il lui serrait la main. Alors je l'ai regardé et je lui ai pris la main. Saddam propose alors un marché à l'Amérique. Ce qu'il voulait me dire au cours de cet entretien, c'est que si les États-Unis le laissaient faire au Koweït, il nous garantirait l'approvisionnement continu en pétrole bon marché et il n'envahirait pas l'Arabie saoudite. Je lui ai répondu, sortez du Koweït, arrêtez de piller les biens des Américains et laissez les Américains quitter la région. Saddam a déclenché une mécanique qu'il ne peut plus arrêter. Aussitôt après l'invasion du Koweït, l'ONU condamne l'agression à l'unanimité, puis vote le recours à la force. L'Amérique est déterminée à en finir avec celui qui a si longtemps servi ses intérêts. Saddam se retrouve soudain officiellement diabolisé. As was the case in the 1930s, we see in Saddam Hussein an aggressive dictator threatening his neighbors. Et le président irakien répond par des messages menaçants lus à la télévision. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. « 40 jours de bombardement et 100 heures d'assaut terrestre ont eu raison de l'armée irakienne. Une vaste coalition menée par les États-Unis l'a chassé du Koweït. Écrasé militairement, totalement isolé sur la scène internationale, Saddam Hussein est un paria humilié. Après 23 ans de règne, sa chute paraît certaine.
Pourtant, un événement sans témoin va le remettre en selle. Dans le sud chiite du pays, sous contrôle de l'armée américaine, des militaires irakiens se rebellent avec le soutien de la population. Quand le soulèvement a commencé en 1991, on l'a qualifié d'insurrection chiite. Mais en réalité, c'était un soulèvement populaire général. En 1991, j'étais en charge des groupes islamiques chiites en Irak. Je les connaissais tous, j'étais en contact avec eux. Leur objectif était de se débarrasser du régime et de mettre sur pied une espèce de gouvernement chiite en Irak, au moins dans le sud, qui est en majorité chiite. Ils voulaient créer ce que l'on appellerait une république islamique. Tout le monde sait que cette intifada aurait pu faire tomber le régime. Elle a eu lieu partout, même dans les 4 régions sunnites. Elles ont soutenu le soulèvement et elles y ont participé. Cette insurrection avait été ouvertement encouragée par le président Bush. To take matters into their own hands, to force Saddam Hussein, the dictator, to step aside. Je considère que l'appel fait par George Bush père n'était que du vent. Et c'est malheureux pour ceux qui y ont cru. Sur le terrain, l'armée américaine ne fait rien pour aider la rébellion. Au contraire. À ce moment-là, les Américains ont accepté ce que demandait le gouvernement. Ils ont autorisé le passage des hélicoptères au-dessus des régions qu'ils contrôlaient. Les militaires américains admettent avoir laissé les Irakiens utiliser leurs hélicoptères, mais pour des besoins civils. The general says he now thinks the Iraqis always planned to use their helicopters to suppress revolt. I think I was suckered, Storman Norman says, and he regrets his decision to allow the Iraqis to use helicopters. Do I think that the United States should bear guilt because of suggesting that the Iraqi people take matters into their own hands, with the implication being given by some that the United States would be there to support them militarily? That was not true. Mais sur le terrain, le mal est fait. Le soulèvement est écrasé dans le sang. Le résultat, au moins 150 000 morts. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, à moins de s'engager dans une guerre totale dont personne ne voulait? L'Europe aurait été outrée. Est-ce que les Français auraient soutenu quelque chose comme ça? Je ne crois pas. Ils étaient trop occupés à renforcer Saddam et à protéger leurs intérêts, comme tout le monde protégeait ses propres intérêts. Nous avions peur de remettre en cause l'équilibre dans le Golfe entre les chiites et les sunnites. Le président Bush, Colin Powell et même Dick Cheney ont dit « c'est exactement ce dont nous ne voulons pas ». Le chaos était toujours un risque qu'il fallait garder à l'esprit. Au cas où Saddam disparaîtrait, qu'est-ce qu'il remplacerait? Un régime dominé par quelqu'un de sa famille, par l'élite sunnite bassiste ou par une coalition? Le chaos. Encore une fois, la brutalité de Saddam Hussein l'a servi. Face au risque de chaos, il est apparu aux yeux de Washington comme le seul recours, un gendarme pour l'Irak. Il s'entoure d'un extravagant culte de la personnalité tout en maintenant son régime de terreur. Il se forge l'image d'un croyant, mais élimine les religieux qui le critiquent. À la tête d'un système mafieux, il accumule une fortune incalculable, alors que les Irakiens vivent dans la pénurie. Saddam reste au pouvoir, mais sa survie tient en réalité à une lutte d'influence au sein de l'administration américaine. Et pour l'heure, ceux qui demandent sa tête ont perdu.
À plusieurs reprises, des tentatives de coup d'État visent le régime irakien. Mais ces opérations prennent des allures de farce. Robert Baer, qui vit aujourd'hui dans le Colorado, a participé à l'une de ces missions. Entre septembre 1994 et mars 1995, nous avons envoyé une série d'équipes de la CIA. Et j'étais à la tête de l'une d'elles pour voir si nous pouvions monter un coup d'État. Quand nous sommes arrivés, nous avons traversé la frontière et nous étions sous la protection d'une milice kurde. Nous sommes entrés en contact avec des officiers de l'armée. En février, ou plus exactement janvier 1995, ils ont dit « Oui, nous pouvons monter un coup d'État ». Le plan a été envoyé à Washington, mais il a été rejeté le 28 février par la Maison-Blanche. La CIA n'était autorisée qu'à mener de petites opérations. Elle n'a jamais eu le feu vert pour organiser sérieusement un vrai changement de régime. Elle l'aurait eu si l'Irak avait vraiment présenté un danger pour les États-Unis. La présence de la CIA en Irak était purement symbolique. Nous étions là pour rassurer le camp des faucons au Congrès. Il fallait bien faire quelque chose pour satisfaire le mépris officiel que nous avions pour cet homme. Et je crois que l'ordre a été donné par l'administration Clinton de faire quelque chose. Mais quelle énergie y a-t-on mis? Quelle efficacité et quel enthousiasme la CIA a démontré pour le remplacer? Nous pouvons avoir des doutes à ce sujet. Clinton voulait savoir précisément qui allait le remplacer. Quel était le nom de l'officier? Quelle était sa stratégie? Quelle était sa position à l'égard d'Israël? Qui allait commander telle ou telle unité? Toute une liste de questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Ce qui était pour Clinton une manière de dire non, c'est trop compliqué. Saddam Hussein peut couler des jours tranquilles. La Maison-Blanche a renoncé à l'éliminer. Une autre stratégie est en place, la mise sous tutelle de l'Irak. En 1990, l'ONU a voté un blocus économique très strict. Officiellement, cet embargo restera en place tant que l'arsenal de Saddam n'aura pas été entièrement détruit. Les inspecteurs de l'ONU contraignent les Irakiens à coopérer et rapidement, ils ont la conviction que l'Irak n'est plus une vraie menace. Pourtant, les sanctions sont maintenues. Saddam reste sous surveillance. Il y avait quelque chose de rassurant à le savoir dans sa cage, avec les sanctions et le régime d'inspections internationales mis en place dans les années 90. Et je crois que ça arrangeait tout le monde. Mais ce sont les Irakiens qui payent le prix des sanctions. Les enfants meurent faute de soins, les familles s'appauvrissent. À la fin des années 90, les sanctions commencent à émouvoir la communauté internationale. À l'ONU, des voix s'élèvent pour y mettre fin. Les gouvernements n'avaient pas le courage de dire en public « Les sanctions sont une bonne chose », alors que des enfants étaient montrés à la télévision. Et Saddam manipulait ça très intelligemment. Nous savions que nous allions perdre la bataille. Les sanctions allaient s'affaiblir au point de devenir une plaisanterie. Et si vous levez les sanctions, vous n'avez plus de tutelle. Et sans tutelle, vous ne contrôlez plus Saddam Hussein. Les sanctions et la guerre vont de pair. Je n'ai rien contre les sanctions. Mais si vous vous en prenez aux sanctions, il faut savoir que la seule chose qui vous reste, c'est la guerre. Pour Washington, il n'est pas question de laisser Saddam sortir de sa cage. Sans tutelle, il doit disparaître. Son élimination est programmée. L'attaque du 11 septembre rend son exécution possible. La guerre contre le terrorisme va tout justifier. Washington fabrique de toutes pièces un dossier d'accusation. The war on terror involves Saddam Hussein because of the nature of Saddam Hussein, the history of Saddam Hussein, and his willingness to terrorize himself. Saddam Hussein has terrorized his own people.
He's terrorized his own neighborhood. He is a danger. He's a danger to the American people. And we got to deal with him. We got to deal with him before it is too late. Voilà l'homme avec qui ils se sont cyniquement entendus aux dépens de la démocratie en Irak. C'est la fin d'une liaison coupable de 40 ans. 2 coups d'État, 3 guerres, 12 ans d'embargo, une histoire commune placée sous le signe de la violence. Saddam Hussein, le meilleur ennemi de l'Amérique, voulait régner sur un empire. Il est enfermé et ne retrouvera jamais la liberté. Et les Américains sont prisonniers d'une aventure dont ils ne voient pas la fin. Ils y perdent leurs hommes chaque jour, ils y laissent leur âme. Les libérateurs sont devenus des occupants. Cette occupation honteuse est le prix de notre irresponsabilité pendant un demi-siècle. Les États-Unis ne pourront jamais gagner. Jamais. Ils peuvent faire durer les choses, les rendre plus sanglantes, les rendre vraiment horribles. Mais ils n'ont aucun moyen de gagner. Ce qui nous attend, c'est l'anarchie. L'anarchie et le chaos que Washington voulait éviter à tout prix, ou pire encore pour les Américains, l'ordre islamique.